Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être à l'instant dans cet auditorium pour la première édition du festival Chasseurs d'Orages, donc édition 2025. On a beaucoup parlé des orages et des phénomènes associés. Alors la pluie, la grêle, on parlera ce soir à 18h45 des inondations. Vous vous souvenez sans doute de ces terribles inondations en octobre dernier, le long du Gier, avec voilà, des infrastructures complètement recouvertes. Rendez-vous ce soir à 18h45. Là, on va évoquer les tornades, les plus violentes tornades françaises, avec l'organisme Kéronos. On va les présenter une à une. Je vous propose d'accueillir Emmanuel Vézolec et Pierre Mailleux, ce sont les fondateurs. Et c'est parti pour une nouvelle session d'échange et de conférence avec eux. Bonjour à tous. Enfin, bonjour à tous. Donc, en effet, on va vous parler un petit peu des tornades en France et notamment des plus violentes d'entre elles. Pour ce qui est justement de ce qu'on va évoquer, les organisateurs du festival nous ont demandé de commencer par une petite présentation de qui on est et de ce qu'on fait. Donc on va présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on fait et qui on est. Ensuite, on va prendre un petit instant pour faire un quiz sur les tornades. Ce n'est pas des questions très compliquées, mais le but, c'est que ceux qui répondront le plus les bonnes réponses et le plus vite, il y aura il va y avoir un classement qui va être fait. Et donc, les 3 premiers, vous pourrez venir nous voir après sur le stand. Il y aura des petits cadeaux pour ceux qui auront répondu le mieux et le plus vite à ce quiz. Ensuite, on va vraiment attaquer le sujet des tornades avec... en fait, c'est plutôt inversé. On va commencer par les éléments de climatologie, quelques éléments rapides de climatologie des tornades en France. Après, on rentrera dans le vif du sujet, à savoir les tornades records qui ont été enregistrés en France jusqu'à maintenant. Et en fait, ce n'est pas du tout dans le bon ordre. Et avant de vous parler des tornades les plus violentes, on vous expliquera rapidement quelle est l'échelle qui permet de qualifier l'intensité des tornades pour qu'on puisse aussi bien comprendre ce que signifie une tornade violente. Donc désolé, ce n'est pas dans le bon ordre. Alors, donc, qui sommes-nous? Donc, Kéronos, on est une équipe spécialisée dans les orages et sur, on va dire, 3 éléments essentiels. Le premier d'entre eux, c'est l'étude, l'analyse et le recensement des phénomènes orageux. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des dégâts suite à des orages en France, on fait des enquêtes. Alors, c'est soit nous-mêmes, soit des correspondants qu'on a dans les différentes régions françaises. Le but étant de photographier et de relever rapidement les dégâts pour qu'après on puisse les analyser et qu'on puisse déterminer si c'est une tornade, des rafales descendantes, micro-rafales ou autres. Donc là, vous avez quelques exemples. Là, on nous voit ici sur une enquête de tornade. Ici, en dessous, c'est un relevé préliminaire de dégâts. En l'occurrence, c'est sur une tornade qui a eu lieu en 2022, à Bihucourt. Donc on voit les premiers relevés de dégâts qu'on fait quand on est sur le terrain pour avoir une première idée de ce qui a pu se passer. Ici, vous voyez la trajectoire d'une tornade dans une zone de relief. Donc ça, c'était un survol qui avait été fait en avion, parce que c'était une zone qui était difficile d'accès. Et on interviewe aussi des témoins, parce que c'est toujours important de savoir comment les gens ont vécu sur place ces événements. Donc tout ça nous donne une grande base de données, que ce soit les tornades. On a aussi toute une base de données foudre, des chutes de grêle, tout ce qui est pluie intense et tout ce qui est micro, macro-rafales et les rafales sous orage de manière générale. Donc tout ça, ça nous permet après d'avoir une climatologie qui est intéressante sur ce qui se passe en France. Et enfin, on a tout un fonds d'archives, quantité de photos d'époque, de toutes époques d'ailleurs, des cartes postales anciennes, etc., et des rapports qui avaient été faits par nos prédécesseurs dès le 19e siècle sur le sujet. Donc ça, c'est tout l'aspect recensement, quelque part. Ensuite, on a tout ce qui... Alors voilà, donc sur la partie recensement, sur le site, si vous allez dessus, vous allez trouver des dossiers, des synthèses climatologiques, etc. Ensuite, on a la partie suivi en temps réel des orages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Et pareil, sur le site, vous pouvez retrouver plein d'éléments, que ce soit des éléments comme ça qu'on peut superposer les uns aux autres avec la couverture nuageuse, les radars, la direction du vent au sol, par exemple, les radars Doppler qui permettent d'identifier s'il y a des risques de tornade ou pas, les impacts de foudre, pareil, en temps réel, l'intensité des précipitations. Donc tout ça, c'est la partie suivi temps réel qui, pour nous, est aussi capitale parce que ça permet de voir en permanence ce qui se passe.
Ensuite, il y a la partie prévision. Donc là, concrètement, la prévision, on l'établit sur une période qui est globalement de 6 jours, hein, c'est-à-dire on commence par une prévision à moyen terme avec les tendances à long terme. Donc pour ça, on utilise des modèles comme ça à grande échelle pour avoir une vision de ce qu'on appelle la situation synoptique, c'est-à-dire la situation à grande échelle, qui permet de déterminer à l'avance si on se situe si on se dirige vers une période qui va être plus ou moins active en termes d'orage. Et ensuite, au fil des jours, on se rapproche avec donc des cartes de probabilité. Donc ça, c'est pour J+1, J+2 et J+3. Donc là, on cible sur une échelle de probabilité la probabilité d'avoir des orages ou des orages forts. Bon, là, c'est une prévision où il n'y a pas de risque d'orages forts qui sont prévus. Donc on utilise plein de modèles différents, des modèles qui sont soit des modèles globaux, soit des modèles régionaux. On utilise aussi ce qu'on appelle des modèles ensemblistes, c'est-à-dire des modèles qui sont générés avec plein de scénarios différents, ce qui permet de savoir si les scénarios ont tendance à converger ou à l'inverse, à diverger au fil du temps, ce qui permet après de juger si la prévision est fiable ou pas. Et enfin, il y a la carte de prévision jour J. Donc là, on utilise des modèles avec des résolutions les plus fortes. Et on cible donc les risques orageux sur une échelle à 5 niveaux, donc d'orage faible jusqu'à orage extrêmement violent. Et donc là, on a des supports de cartes spécifiques qu'on analyse pour faire la prévision du jour, et qui parfois donnent ça, comme en 2023, où on avait un risque d'orage extrême ici dans le nord-est. Et ça, c'est le type de prévision qu'on fait quand même rarement, puisque des niveaux de ce type-là, c'est en moyenne une fois tous les 4-5 ans, rarement plus. Ça, c'est pour vous montrer aussi, on travaille sur des indicateurs de prévision qui nous sont propres, c'est-à-dire alors il y a beaucoup d'indicateurs de prévision qui sont utilisés par les Américains et qui ont été développés par les Américains. Nous, on les adapte aussi pour la France et on crée aussi les nôtres et on les joue sur des situations du passé. Donc là, on en reparlera tout à l'heure, la situation de juin 67 qui avait été particulièrement marquante. Là, on voit un test de notre indicateur de risque tornade qui réagissait très fort ici. Il y a eu des tornades particulièrement intenses en Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Et ici, c'est sur la situation d'Aumont, dont on va parler aussi tout à l'heure, en 2008. Donc Aumont qui est ici. Alors, c'est pas facile de ne pas trembler, mais voilà, donc c'est là. Et donc, donc généralement, d'ailleurs, les tornades se forment dans la zone de gradient ici. Et donc voilà, on travaille sur ce type d'indicateur aussi pour améliorer nos prévisions. Et pour terminer sur qui on est, on est aussi des passionnés, et avant tout des passionnés d'orage. Donc dès qu'on a un petit peu de temps, on est sur le terrain. Et là, vous voyez quelques photos qu'on a faites. Ici, c'est des grêlons géants, donc de 12 cm de diamètre le 25 mai 2009 dans le nord. Donc ils faisaient 12 cm de diamètre. Là, c'était le même jour. Là, c'était des grêlons de 5 à 7 cm qui tombaient vraiment en grand nombre. Là, c'est une supercellule à Reims. Là, voilà, de belles chutes de foudre qu'on peut voir de temps en temps. Ici, c'est la supercellule qui a donné naissance à la tornade de Bihucourt, donc en octobre 2022. Donc à ce moment-là, la supercellule était tornadique. Et là, c'était l'an dernier. La saison avait commencé un petit peu mieux que cette année. Et donc là, c'est une supercellule à haute précipitation dans le Pas-de-Calais et qui a développé une tornade dans cette zone-là à peu près 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus tard. Quelques autres exemples ici, une trombe marine qu'on avait photographiée en Sicile, je ne sais pas si ça rend bien. Ici, c'est au Kenya, il y avait des dizaines de tourbillons de poussière. J'arrive pas à retourner en arrière, si voilà. Il y en avait partout, avant partout, tout l'arrière-plan. Enfin, c'était rempli, ça tournicotait partout, c'était très impressionnant. Et parfois, on a le temps d'aller aux États-Unis. Là, c'est une supercellule faible précipitation qu'on avait vue en 2016 dans le Texas. Et là, c'est une tornade qu'on a vue l'an dernier au Texas, pareil. Et la suivante aussi au Texas. Et là, vous allez avoir une présentation plus développée sur cette tornade, je crois, en fin de journée. Très belle tornade de F3 qu'on a pu approcher quand même d'assez près. On était, je pense, à peut-être 300 mètres sur cette période-là. Et donc, on voit, il y a plein de choses qui volent tout autour. Donc, c'était une belle tornade. Donc, voilà. Donc, en plus de faire tout ça, on est surtout des passionnés. Donc, on est autant qu'on peut sur le terrain. Alors, pour ceux qui veulent participer à ce petit quiz, d'ailleurs, il y a peut-être quelques infos qui sont déjà passées dans ce que j'ai dit. Alors, il faut que vous choisissiez un pseudo
Dans les tests qu'on a fait, apparemment, les pseudos, il peut y avoir des doublons. Donc, essayez d'en choisir un qui est vraiment personnel, genre votre code postal dedans, enfin, je ne sais pas quoi, pour qu'à la fin, les 3 premiers, on puisse savoir qui c'est, qu'il n'y ait pas 15 3 premiers, en fait. Alors, on vous laisse quelques instants et on va lancer le truc. Donc, c'est 10 questions et il y a entre 12 et 15 secondes pour répondre à chaque question. Bon, allez, c'est parti. Donc, normalement, vous avez tous pu mettre un pseudo. Allez. Donc, alors, il n'y a que 15 secondes à chaque fois, donc ça va être assez rapide. Hein. Donc, normalement, ouais, vous avez la première question qui a dû apparaître. Donc, donc quelle échelle utilise-t-on pour déterminer l'intensité des tornades? Donc, ça, c'est la première question. C'est pas forcément très difficile. Pardon? Ah, alors, les réponses ne sont pas acceptées. Alors, on va relancer le truc. Attends, tu peux prendre ça. Les joies de la technique. Oui. Allez, on va tenter. Puis ça marche pas, bien il n'y aura pas, mais... On essaie une deuxième fois, on essaie une deuxième on va fois. avancer un peu. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, là? C'est ça qui bug? Allez, on va... Hop. Normalement, il est en cours. Arrêter, modifier. Tac, et on va relancer. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon? Bah, écoute, on va laisser tomber. Alors, on va passer à la deuxième. Si la deuxième, elle fonctionne, on continue, sinon on arrête. Là, vous avez quelque chose? Bon, donc la première, il n'y aura personne. Oui, là, je vois que ça les gens votent. Donc, combien de tornades observées en moyenne chaque année en France? Donc, 30, 50, 70 ou 100? Il reste 2 secondes. Pensez à bien valider une fois que vous avez sélectionné. Donc, hop. Donc, la réponse était bien 50 et il y a 43% d'entre vous qui ont voté 50. Donc, c'était la bonne réponse. Hein, c'était 50. Alors, question suivante. À ce jour, quel département compte le plus de tornades recensées? Charente-Maritime, Hérault, Var ou Nord? Donc, il reste 2 secondes. Alors, les résultats. Vous êtes 70% à avoir répondu à la bonne réponse. C'était bien le département du Nord, effectivement, avec un peu plus de 50 cas. Alors les réponses étaient assez tendues parce que c'est les 4 premiers, je crois. Hein. Exactement. Bon. Mais ça va. Hop, question suivante. Quelle commune compte le plus de tornades recensées à ce jour? Est-ce que c'est Paris, Hyères dans le Var, Sète dans l'Hérault ou Tours en Indre-et-Loire? Il y a une bataille entre Hyères et Tours et la bonne réponse c'est Hyères. Avec 42% de bons votants. Ah, le truc, voilà. Donc, question suivante. En France, question intéressante. Sur les 60 dernières années, quelle est la décennie qui compte le plus de tornades de forte intensité, EF3 ou plus? 61-70, 71-80, 2001-2010, 2011-2020. Ah, oui, c'est assez rapide. Hein. Oui. Vous avez répondu 71-80. La bonne réponse, c'était 61-70, qui correspond à la décennie la plus froide des 60 dernières années et qui pourtant a connu le plus grand nombre de tornades de forte intensité. Question suivante. Quand s'est produite la tornade la plus ancienne dont nous avons connaissance en France? Je vous laisse analyser les 4 possibilités. Petite hésitation sur les 2 premières réponses. La bonne réponse étant 1680. Tornade en Champagne, à proximité de Reims précisément. Alors, question suivante.
quelle est l'altitude la plus élevée atteinte par une tornade française? On va de 980 à 1590 mètres, selon vous. Alors, que donnent les... Hop. 1360 mètres au maximum, la réponse étant 1360. Bonne réponse pour la majorité, en tout cas à 46%. Question suivante. Quand s'est produite la dernière tornade d'intensité EF5 en France? Soit jamais, soit 1845, 1967 ou 1999. Je précise pour ceux qui ont répondu la réponse 1, il y a déjà eu des tornades d'intensité EF5 en France. Et la plus ancienne, eh bien, c'est 1845 à Montville en Seine-Maritime, donc c'était la réponse 2. Non, la dernière, pardon, la dernière. 1967, autant pour moi. Oui, on a fait la question. Une petite. La question, c'était la dernière. Oui, c'était 1967, pardon. Donc il reste 2 questions. Des tornades ont déjà fait voler des vaches en France, oui ou non? Je sens que le résultat va être serré. Ah, pas tant que ça. 2 tiers, 1 tiers. Ouais. Vous avez 2 tiers raison. Les tornades ont déjà fait voler des vaches en France. Les pauvres. Et dernière question. En France, une tornade a-t-elle déjà temporairement asséché le lit d'une rivière? C'est-à-dire, compte tenu de sa puissance, elle est capable d'évacuer l'eau d'une rivière pendant quelques secondes. 72%, et vous avez raison, c'est déjà arrivé, ça a été documenté à plusieurs reprises. Alors, voilà les 3 meilleures personnes qui s'affichent, alors qui ne s'affichent peut-être pas là ici, mais on va devoir vous les citer. Il y a donc Valo3, VAL2O3, qui apparaît en première position. Donc, bravo à elle ou à lui. Deuxième position pour J majuscule Y. Et en troisième position, Tom Tizer, qui talonne le deuxième et qui arrive en troisième position. Qu'on invitera les 3 gagnants à nous rejoindre sur le stand pour le lot qui vous attend. En tout cas, bravo à vous. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec l'échelle d'intensité des tornades, puisque en effet toutes les tornades n'ont pas les mêmes caractéristiques, et notamment pas les mêmes caractéristiques de violence. Et donc on va se focaliser sur l'échelle de Fujita dont va parler Pierre pour expliquer ces grandes lignes. Alors vous voyez ici en fait la première échelle de Fujita qui a été mise en place pour élaborer les tornades selon leur niveau d'intensité. Je pense que l'échelle de Fujita, ça vous parle à tous. Ce que certains savent peut-être moins, c'est qu'en fait, il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire que vous avez ici la première version, qui est l'échelle primitive de Fujita qui date de 1971. Et cette échelle, sans rentrer dans le détail que vous voyez ici, elle est assez complexe parce qu'elle mêle à la fois des vitesses de vent. Elle se base sur l'échelle de Beaufort pour établir un niveau d'intensité à partir du niveau F1, ce que vous voyez ici. Donc on mélange des vents qui ne sont pas liés à une tornade à des vents tornadiques. Et surtout, vous voyez que l'échelle monte potentiellement jusqu'au niveau 12, c'est-à-dire que Fujita avait en tête qu'il puisse un jour, théoriquement, avoir des niveaux d'intensité supérieurs au niveau F5 qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, théoriquement, vous pouvez avoir F6, F7 jusqu'à F12. F12 correspondait au niveau Mach 1, c'est-à-dire 1240 km/h. A priori, ça n'est jamais arrivé. Et donc, le niveau F5 était le niveau maximum qu'il considérait comme possible sur Terre. Et c'est pour ça que 6 niveaux ont été retenus, du niveau 0 au niveau 5, si vous en faites 6. Assez rapidement, cette échelle qui est dite ouverte, puisque vous pouvez aller au-delà du F5, elle a trouvé ses limites parce qu'en fait, elle ne mettait pas en rapport des dégâts observés avec des vitesses de vent
Et surtout, elle était considérée comme beaucoup trop simpliste parce qu'il y avait peu d'indicateurs de dommages. On avait un arbre, on avait une maison, on avait une voiture et on n'avait rien d'autre. Et rapidement, les Américains, au bout d'une trentaine d'années, se sont rendus compte que pour classer les tornades selon leur niveau d'intensité, il fallait beaucoup plus d'indicateurs. Il fallait peut-être essayer de ne pas chercher à avoir des vitesses de vent, mais plutôt observer les dommages et essayer de faire des gradations dans les niveaux de dommages. Par exemple, des branches brisées, un arbre déraciné, un arbre brisé, un arbre emporté à distance, ou une voiture simplement un peu déplacée, retournée, emmenée à distance, voire complètement emportée dans le tourbillon. Et c'est tout ce travail qui a été mis en place au début des années 2000 par les Américains, où l'idée a été de dire, la philosophie, on la met à l'envers, on n'est plus sur une échelle de vent, mais on va être sur plutôt un niveau d'échelle de dégâts. Quels dégâts j'observe sur le terrain? Quelle vitesse de vent je déduis des dégâts observés sur le terrain? Parce qu'on part d'un constat simple, c'est qu'une vitesse de vent dans une tornade est impossible à mesurer. Les Américains se rendant compte qu'en fait, même avec des estimations, on n'aura jamais la vitesse de vent précise. Et surtout, dans une tornade, vous avez d'autres paramètres que le vent. La compression, la dépression, c'est-à-dire la différence de pression quand elle passe et quand elle part, et aussi l'accélération des vents. Vous n'avez pas le même effet sur des vents qui progressivement atteignent une vitesse que des vents qui sont instantanément très puissants. Le corps ne réagit pas de la même manière à la puissance du vent et à son accélération. Et donc, une fois que cette philosophie a été implantée, c'était de dire en gros, on conserve la structure de l'échelle première. Donc EF, l'échelle améliorée, est égale à F d'un point de vue de son intensité. Donc il n'y a pas de reclassement à faire. En revanche, on a éventuellement des vitesses de vent qui seront un peu différentes, mais ce qui n'est pas grave, parce que c'est une estimation et que ça n'est plus la philosophie de la nouvelle échelle. Pour ça, les Américains se sont appuyés sur un plus grand nombre d'indicateurs de dommages qui ont été complétés ensuite par Kéronos de façon à pouvoir adapter au contexte européen la nouvelle échelle EF qui à la base était strictement américaine et permettre en fait de conclure en France à partir d'une échelle qui était à la base américaine. Et donc vous voyez ici ce qui a été mis en place par Kéronos à l'appui de cette échelle améliorée, c'est 21 indicateurs de dommages que vous voyez ici présents. Vous avez les maisons, vous avez aussi bien les églises que des caravanes, voire tout ce qui est lié à des projections à distance, parce qu'on sait que ce qui fait aussi la force d'une tornade au-delà d'un dégât, c'est la capacité qu'elle a à transporter des corps lourds qui offrent peu de prise au vent à très grande distance, ce qui généralement est représentatif d'une très forte intensité. Et la version donc dite augmentée de cette échelle, vous l'avez ici présentée avec les principaux indicateurs que nous utilisons depuis 2011, date à laquelle en fait on l'a mise en place et adaptée au contexte français. Quelques exemples par rapport à une tornade par exemple de très faible intensité, EF0. Fujita aurait dit F0, aurait dit c'est telle vitesse de vent, l'échelle EF c'est de dire non, avant de regarder le vent, on va regarder les dégâts qu'on a, estimer les vitesses de vent ensuite derrière et ramener le dégât observé à un indicateur qui existe pour pouvoir dire, eh bien la conclusion c'est que c'est une intensité EF0. Là typiquement, c'est des vents inférieurs à 135 km/h. On a là par exemple un abri de jardin qui est juste décoiffé. C'est l'équivalent de petites branches d'arbres qui sont arrachées, voire de gouttières cassées dans des maisons. On est concrètement, globalement, dans une tornade d'intensité EF0 que vous voyez illustrée ici. Pour l'intensité EF1, là on a plutôt pris un exemple de végétation. On est entre 135 et 175 km/h de vent. On est plutôt là cette fois-ci sur des couvertures de toit qui commencent à partir. C'est-à-dire que ce n'est pas que des petits éléments du toit, c'est l'ensemble des ardoises, des tuiles, voire la cheminée, des vitres brisées, mais souvent la charpente tient bon. C'est-à-dire que la structure de la toiture entière est encore là, mais c'est tous les éléments de couverture qui partent. On a, concernant la végétation, de très grosses branches d'arbres brisées, voire des arbres entiers qui commencent à être déracinés, des arbres de petites dimensions qui sont brisés, mais assez peu de projections à distance. Vous le voyez ici, les arbres globalement sont couchés sur place. Vous n'avez pas beaucoup de projections, on considère qu'on reste dans un niveau d'intensité EF1 parce qu'il n'y a pas encore assez de dynamique pour considérer qu'on est sur un niveau d'intensité supérieur. Illustration ici d'une intensité supérieure, EF2 cette fois, où là on a pris l'illustration d'une dépendance de ferme qui a été éventrée à Arques dans le Pas-de-Calais en 2006.
L'habitation, il est important d'en comprendre sa structure, parce que quand vous voyez ça, vous pensez que c'est une maison qui a été rasée. En fait, c'est une dépendance. Donc, on n'a pas la même type de construction. Vous voyez qu'on a juste 4 murs, on n'a pas de porteur, on a des éléments de charpente beaucoup plus simples que dans une maison habitée. Donc, on considère que ce type d'habitat est moins résistant. Pour autant, ce type de construction, quand il est en partie ou en bonne partie détruit, correspond à un niveau d'intensité EF2. Si on transposait cette intensité sur des arbres, là, c'est des gros arbres qui sont brisés, voire les couronnes qui commencent à être emportées à une faible distance, c'est-à-dire qu'on a une logique de dynamique qui commence à s'installer avec des projections à distance qui commencent à être significatives. Le niveau EF2 correspondant dans le jargon à une tornade dite d'intensité significative. Le niveau suivant, intensité EF3. On a pris ici un exemple d'une tornade assez récente à Étrochet, survenue en 2013. Certains d'entre vous l'avaient peut-être d'ailleurs chassée, cette tornade. Là, on est sur des constructions en pierre beaucoup plus résistantes. Vous voyez l'épaisseur des murs, vous voyez la différence avec la vue précédente. On est sur des structures beaucoup plus massives et qui pourtant ont été détruites de la même manière. Mais ça correspond forcément à une intensité EF3, puisque là, on est sur un niveau de dégâts beaucoup plus important compte tenu de la structure du bâtiment que vous voyez ici. Là, on est sur des vents entre 220 et 270 km/h, ce qui commence à être très significatif. Niveau d'intensité EF4, on a pris en référence la tornade de Haumont. Cette photo avait beaucoup circulé en son temps parce que c'est une maison neuve faite en structure de parpaing que vous voyez là, briques, avec certains murs intérieurs et murs porteurs, qui a été presque entièrement balayée. Et cette maison, donc, qui a été en grande partie détruite, était précédée par des arbres absolument totalement dépouillés ou presque, dont il restait qu'un élément du tronc, et l'arbre avait été emporté à une centaine de mètres. Donc là, on a toujours cette logique de projection qui est de plus en plus importante, avec évidemment un niveau de danger qui suit cette intensité, ou bien évidemment, même dans une maison, dans des situations comme celle-ci, on est en danger puisque la maison peut être détruite. Et le niveau d'intensité extrême, intensité EF5. On a pris l'illustration de la tornade EF5 de Paluel qui a eu lieu en 1967. Là, il faut comprendre que ce que vous voyez là, ça n'est pas l'étage d'une maison, c'est sa cave. Parce qu'en fait, la maison est excavée. C'est-à-dire que la tornade atteint un tel niveau d'intensité que le rez-de-chaussée est arraché. Et c'est la cave que vous voyez à découvert, cave voûtée, sachant que le niveau du sol est le niveau que vous voyez au-dessus. Donc en fait, là, on est 2 mètres sous le sol et la rue est au-dessus. C'est des tornades qui sont capables de faire ça, y compris dans des maisons en dur. Il faut savoir que l'équivalent, c'est des voitures projetées à 300 mètres. C'est des arbres entiers qui peuvent être emportés à 150 mètres, voire à 200 mètres de distance, quand ils ne sont pas parfois tout simplement emmenés par la tornade et restitués plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres plus loin, et retombant en plusieurs morceaux. Donc là, on est forcément dans des cas extrêmes, vent estimé à plus de 320 km/h, et vous avez là une illustration de dégâts sur la dernière tornade EF5 connue en France. Donc pour ceux que ça intéresse, on a un document que vous pouvez télécharger sur notre site qui reprend tout ça, hein, où on l'a aussi en version imprimée, si ça vous intéresse, on l'a sur le stand. Donc vous l'aurez compris, on va quand même s'intéresser un peu plus au niveau haut des tornades du haut de l'échelle. Et avant de montrer les cas justement les plus marquants, rapidement, il se trouve qu'en France, on n'est pas exposé partout de la même façon au risque de tornade. Et qu'il se trouve qu'aussi, généralement, les tornades les plus violentes sont plutôt dans les régions qui sont le plus souvent exposées au risque de tornade. Et donc ce risque de tornade, il est surtout présent en France, de la zone des Charente-Maritime, Charente, Pays de la Loire et tout le long de la Manche, hein, Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Donc toute cette zone, c'est là où statistiquement il y a le plus de tornades en France et de la manière la plus régulière, puisqu'on en a autant en été, enfin on en a plus en été qu'en hiver, mais on peut en avoir tout au long de l'année. Dans toute cette partie-là, il y a parfois quelques tornades, mais c'est des cas qui sont pratiquement exclusivement des tornades estivales, enfin de la période chaude, donc on va dire du milieu du printemps jusqu'au début de l'automne. Donc c'est sur une saison qui est une partie de l'année qui est plus courte et de manière beaucoup plus rare, notamment en raison des reliefs. Et enfin, on a ici le littoral méditerranéen qui a des cas fréquents. Et pour ce qui est de l'Hérault, qui a beaucoup de cas, c'est souvent des trombes marines qui viennent s'échouer dans les terres et donc qui deviennent des tornades sur quelques centaines de mètres, parfois quelques kilomètres. Et donc concernant plus particulièrement l'intensité des tornades, voilà ce que ça donne en France. On a très majoritairement des tornades d'intensité faible, hein, donc 95% pratiquement des cas.
c'est des tornades d'intensité EF0 ou EF1. Les tornades d'intensité significative, donc EF2 ou plus, c'est que 5% des tornades. Et on voit que sur des cas EF4 ou EF5, là on est sur des durées de retour qui sont beaucoup plus faibles. EF4, on va dire que c'est de l'ordre d'une vingtaine d'années, et EF5, c'est en moyenne une fois par siècle en France. Et donc justement, sur ces cas particulièrement intenses, on va vous présenter 5 cas de manière un peu plus détaillée, et après, pour terminer, il y aura un petit diaporama avec quelques photos de cas anciens. Et donc à chaque fois, on va vous présenter des documents, et on reviendra de manière très très synthétique sur les grandes lignes de la situation météo qui a donné naissance à ces tornades. Alors on va commencer par la tornade EF5. Alors il n'y en a eu que 2 en France, mais la plus ancienne documentée, qui est celle de la tornade de Montville en Seine-Maritime. C'est une tornade qui est survenue en 1845 et qui a eu la malchance de traverser une vallée dotée d'un grand nombre de filatures qui ont été traversées par la tornade et qui ont été, pour 6 d'entre elles, détruites en grande partie, voire en totalité, avec, je vous laisse imaginer, des centaines d'ouvriers présents dans ces filatures, et un bilan assez tragique de 75 morts au moins, puisqu'il y a eu 300 blessés dont on n'a pas connu l'issue après, parce que cette tornade a traversé des zones industrielles et donc fortement peuplées au moment où elle est arrivée. Ce sont des illustrations, il n'y avait pas encore de photos qui ont été prises à cette époque-là, mais qui vous donnent un peu un état des lieux de ce qu'il restait des filatures après le passage de cette tornade. La trajectoire estimée de 15 km, mais il y a des dégâts jusqu'à 40 km au-delà, et on a retrouvé des débris à 40 km, donc ça veut dire que le phénomène a certainement été beaucoup plus important. Il faut savoir que c'est l'un de ceux qui a été le plus documenté dans la presse écrite de l'époque, puisqu'à peu près pendant une semaine, on a parlé de cette tornade parce qu'elle est apparue comme une vraie tragédie pour l'époque, et qui plus est, ce qui est normal, puisqu'en fait une EF5, rétrospectivement, c'est une fois par siècle à peu près en moyenne chez nous, donc il était normal qu'on en parle beaucoup. Alors au niveau de la situation météo, on a quelques données qui sont reconstituées grâce à des systèmes de ce qu'on appelle de réanalyse, en l'occurrence qui sont faits par les Américains, et qui donnent une idée globale. Alors forcément pour des années aussi reculées, c'est pas précis, mais ça donne une petite idée de ce qui a pu se passer, à savoir que c'était vraisemblablement dans une situation avec des vents très violents en altitude qui s'orientaient au sud-ouest. À l'arrivée ici, donc ça c'est la masse d'air vers 5000 mètres d'altitude, on voit de l'air froid qui arrive par la Grande-Bretagne. Donc on a sans doute eu un front qui a dû se constituer le long de la Normandie, avec de fortes arrivées d'air froid en altitude, et donc de l'air ici qui a dû être instable, puisque ça c'est la masse d'air. On voit qu'on avait une masse d'air tropicale qui remontait d'Afrique du Nord, vraisemblablement, avec un minimum de pressionnaire qui devait se situer quelque part autour des îles britanniques. Et donc c'est en effet ce qu'on peut retrouver. Alors c'est forcément très lissé là, pour ces années aussi anciennes, mais ça devait être typiquement ce qu'on voit actuellement dans des flux de sud-ouest dynamique, avec une arrivée d'air océanique par la Manche. Donc voilà, c'est le peu d'informations qu'on peut avoir de l'époque, mais ça devait être quelque chose un peu comme ça. Des situations qui sont quelque part courantes pour les orages violents en France. Bon, là, on ne peut pas en savoir plus, mais il y a dû avoir un élément qui a dû permettre à la situation de dégénérer. Autre cas un peu plus récent, dont je sais que certains dans la salle ont analysé aussi cette fameuse tornade de Saint-Claude, 1890, intensité EF4 pour Saint-Claude, parce qu'il y en a eu plusieurs le même jour en France. Elle détenait jusqu'en 2022 le record de trajectoire avec 81 km, ce qui l'a rendu très célèbre. Saint-Claude, il faut savoir que c'est une tornade de relief qui est survenue dans le massif jurassien, qui a une largeur comprise entre 500 mètres et 1,5 km. Donc c'était certainement quelque chose d'extrêmement large, une base nuageuse en rotation qui devait couvrir et envelopper les vallées là où elle circulait. Et tous les témoignages parlent justement de cette espèce d'abaissement nuageux très important en rotation et qui a saisi d'effroi, pour reprendre les termes de l'époque, tous les gens qui n'ont pas vu cette tornade arriver et ont constaté les dégâts après coup. Et ça, ce sont des photos qu'on a pu récupérer d'époque, c'est des originaux qu'on a qui permettent de voir l'état de la ville de Saint-Claude après le passage de cette tornade, avec cette maison ici dont un étage entier a été enlevé et emporté.
Il y a des wagons qui ont été couchés et même légèrement traînés au sol lorsqu'elle est passée. Les clochetons de la cathédrale qui ont été arrachés. Et sur la gauche, une vue prise d'un flanc de montagne où vous voyez que la ville est littéralement soufflée avec l'impression vraiment d'une lessiveuse qui est passée et qui a endommagé, si ce n'est soufflé, tout ce qui était sur son passage. Tornade donc significative et meurtrière puisqu'elle a provoqué la mort de 6 personnes. Et au niveau des situations météo, là, donc 1890, on commence à avoir un peu plus de données pour voir ce qui a pu se passer. Là, on a vraiment un flux de sud-ouest très rapide, donc qui est orienté de l'Espagne jusqu'au nord de l'Allemagne. Ça, c'est pour nous, en France, c'est une situation typique à orage violent, avec une goutte froide qui arrive en altitude, qui vient dynamiser tout ça. Et à l'avant, le cas typique avec l'air tropical qui remonte d'Afrique, qui franchit la Méditerranée, qui est chaud et humide, donc très instable dans ce type de situation. Et on voit que dans les réanalyses, il ressort une zone de convergence qui était là à peu près sur le centre-est. Donc il y a vraisemblablement des orages qui ont dû se former dans cette zone, et manifestement de type supercellulaire. Il faut savoir pour cet événement, vous aviez eu une tornade à Dreux la veille, la tornade de Saint-Claude le lendemain, plus une tornade à Domanier en Ille-et-Vilaine, j'espère que je ne me trompe pas pour le département, qui était une EF3 aussi. Donc c'était de toute façon une journée dans laquelle il y a eu de fortes tornades sur 24 heures glissantes en France. Plus récemment, les 24 et 25 juin 1967, qui restent à l'échelle de la France et de l'Europe l'épisode tornadique le plus sévère du XXe siècle, à nos jours d'ailleurs, avec en particulier la tornade EF4 de Pomereuil, dont vous avez ici des illustrations, la tornade EF5 de Paluel, une tornade d'intensité EF2, une tornade d'intensité EF3, rien que pour la France, sachant qu'il faut rajouter la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, et en fait on a une dizaine de cas sur seulement 2 jours. Donc c'est un épisode extrêmement important. Épisode évidemment de deuil aussi pour le Nord-Pas-de-Calais avec plusieurs victimes liées à ces tornades et des dévastations très impressionnantes parce que là vous avez plusieurs villages qui étaient vraiment dans l'axe et qui ont été littéralement rayés de la carte comme vous voyez ici avec des visions de bombardement assez caractéristiques qui sont souvent décrites par les gens qui l'ont vécu, surtout qu'en 67 on n'est que 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, des villages souvent qui avaient été reconstruits après la guerre, redétruits en 67, reconstruit une deuxième fois, hélas pour eux. La vue étant celle de tout à l'heure qu'on vous avait montré avec cette excavation, en fait le bâtiment, vous le voyez à gauche dans ce qu'il en reste, et l'excavation est en contrebas, et vous la voyez ici vue d'en bas. C'est l'un des indicateurs les plus intenses qui a permis de classer l'intensité EF5 pour cette tornade de Paluel. Et en termes de situation météo, donc c'était un flux de sud-ouest, comme on le voit très bien ici, de nouveau rapide, un peu plus calé sur l'ouest de la France que sur le cas précédent, avec une zone bien divergente ici en altitude sur le nord du pays. Il y avait une goutte froide, pareil, qui s'enfonçait au large de l'Espagne, du Portugal, donc ça c'est vraiment la configuration typique. Et ce qu'on observe, alors là je ne sais pas si on le voit bien, donc on avait évidemment de l'air tropical qui remontait jusqu'au nord de la France, et ce qui s'est passé, parce que ça sur 67 on le sait quand même de manière précise, il y a eu, donc en fait, c'est un épisode qui a duré 3 jours, et le 24 juin 67, qui était le plus costaud, il y a une petite dépression qui s'est formée sur la Normandie en cours de journée et qui est remontée vers le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique en fin de journée. Et c'est au sein de cette dépression, enfin juste à l'avant, que toutes les tornades se sont formées. Donc c'est quelque part une même type de situation qu'on retrouve aux États-Unis, c'est-à-dire des tornades qui se forment à proximité de ce qu'on appelle des mésodépressions. Donc c'est des petites dépressions qui se creusent au sein du flux. Alors un autre exemple plus récent, le 3 août 2008, la tornade de EF4 de Haumont dans le nord, célèbre à plusieurs titres, c'est-à-dire que c'était une tornade EF4 dont on n'avait pas eu connaissance en France depuis le début des années 80, donc elle a surpris les gens parce qu'on avait un peu oublié que ça pouvait arriver en France et c'est arrivé cette année-là. Tornade tristement célèbre pour avoir aussi provoqué la mort de 3 personnes directement, et puis une tornade presque, je dirais, exclusivement urbaine, en tout cas à traverser une agglomération entière de 200 000 habitants, avec une estimation à peu près à 2 à 3 000 foyers sinistrés, un nombre de relogements très conséquent, et je pense que chacun d'entre vous a en tête ces photos un peu de maisons détruites, ou en tout cas d'habitations rendues en tout cas inexploitables, inhabitables, et avec forcément beaucoup de reconstruction derrière.
On avait réussi sur le terrain à refaire l'enquête à partir des vues au sol. Donc ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est l'empreinte de la tornade au niveau du sol. Le plus large représentant à peu près 1,2 km de largeur, pour vous donner un peu une idée de l'importance du tourbillon, sachant que, comme vous le voyez au début, on part vraiment d'une petite ligne qui traverse les champs et qui explose littéralement en traversant une zone forestière, puisqu'on sait que la forêt, les arbres, la rugosité des sols en forêt a tendance à élargir les tourbillons des tornades et à leur redonner de l'intensité. Donc vous voyez l'un des dégâts les plus connus qu'on vous avait montré tout à l'heure, d'une maison presque entièrement détruite. Les gens qui ont survécu dans cette maison, puisqu'ils y étaient quand la tornade a eu lieu, se sont retrouvés, on ne voit pas sur la photo, sur la gauche, sur un dernier morceau de mur qui était collé aux toilettes. C'est souvent la zone où il y a le moins de risques parce que vous êtes souvent à l'écart des fenêtres et donc dans la partie de la maison qui résiste en dernier, et se sont retrouvés là et ont certainement survécu grâce à ce bon réflexe qui était de se mettre dans un endroit très éloigné des fenêtres, puisque ce sont eux qui ont témoigné. Vous voyez la maison là, et c'est sur la gauche, si Emmanuel peut montrer le tout petit bout de mur, voilà, les gens se sont mis juste là, à l'endroit a priori qui a été le moins détruit dans la destruction que vous voyez là. Autre illustration alors, de l'effet d'aspiration. La tornade est arrivée de gauche à droite et a littéralement aspiré les maisons qui sont à gauche. Et cette voiture ici n'a pas été retournée. En fait, elle était 200 mètres ailleurs et a atterri là, à cet endroit, à cause de la tornade. Autre illustration connue là aussi de ces gradins en métal que vous voyez là, typiquement de gradins de stade, que vous avez tous déjà vus, qui se sont complètement désolidarisés et complètement étirés jusqu'à former cette espèce de masse complètement informe sur la gauche. Vous voyez l'équivalent sur la droite qui n'a pas été touché, la partie gauche qui s'est complètement tordue. À ce moment-là, la tornade est encore d'intensité 4 et en train de rétrograder en intensité 3. Heureusement, personne au stade à cette heure-ci, puisque c'était à 22h30. Exemple aussi d'une très forte intensité. Là, c'est une petite poutre en bois qui provenait d'une construction qui était assez éloignée et qui s'est fichée dans une voiture, qui a été complètement transpercée par cette petite poutre, qui devient en fait un projectile tel qu'il est capable de traverser parfois plusieurs centimètres d'épaisseur de matériaux en dur. Et là, vous avez l'illustration. Autre illustration d'une maison qui a été coupée en deux. À gauche, la partie a complètement disparu. Elle était en légère bordure du chœur qu'on voit passer sur la gauche, où la maison est complètement rasée jusqu'au sol. Autre maison dont il reste qu'une porte d'entrée et un début de rez-de-chaussée. Là, il y avait 3 étages au-dessus et sur les côtés. Et une intensité là un peu moins importante. On voit, vous voyez que là, l'habitat commence à résister un petit peu plus, mais on est encore en intensité EF3, avec des vitres soufflées, les toits décapités et un nombre de débris évidemment très très conséquent. Et d'ailleurs, ce cas de tornade qu'on avait enquêté à l'époque, on a pu en parler quelques années après qu'un chercheur américain, Doswell, qui d'ailleurs malheureusement a disparu en début d'année, qui était vraiment un des grands spécialistes des tornades aux États-Unis. Et en discutant, en voyant nos photos, tout ça, il nous avait dit que pour lui, peut-être que le niveau 5 aurait pu, sur certains aspects, se justifier. Bon, en l'occurrence, il y avait quelques éléments qui étaient un petit peu justes, mais on sent qu'on n'est quand même pas loin de quelque chose d'absolument catastrophique sur une partie de la trajectoire. Sur le plan météo, là, c'était un flux qui était plus ouest-sud-ouest, comme on le voit ici, qui était extrêmement rapide, surtout pour un mois d'août, où généralement, ce n'est pas aussi dynamique. Et on a eu une descente d'air froid en altitude qui s'est faite par les îles britanniques et qui est venue s'enrouler en soirée pour se décaler vers le nord de la France, où stationnait de l'air tropical toute la journée. Le ciel était couvert, c'était stratocumulus, il faisait, je crois, 22 degrés de maxi, donc c'était pas énorme. Par contre, c'était très humide. Et donc la ligne, il y a un front ondulant qui s'est formé en journée sur le nord de la France. En soirée, ça s'est instabilisé et il y a l'une de ces ondulations sur laquelle s'est formée une supercellule. Et c'est cette supercellule qui a dégénéré en arrivant sur le département du Nord. Et dernière tornade importante. Cas significatif, comme vous le voyez, puisqu'il a fallu prendre une échelle de carte presque invisible, je pense, dans le public pour se rendre compte de la trajectoire incroyable de cette tornade, qui est donc la tornade de Bihucourt du 23 octobre 2022.
qui a comme vous voyez, une distance parcourue totale de 206 km, qui répond parfaitement aux critères de la définition de la tornade unique selon les Américains. Alors ça peut permettre parfois quelques zones dans lesquelles les dégâts n'apparaissent pas parce qu'il y a des champs, parce qu'il n'y a pas d'indicateur de dommages, mais la logique spatio-temporelle de la supercellule, la récurrence des dégâts et la logique de l'ensemble de la trajectoire que vous voyez là permet de conclure sur un cas unique qui est venu bouleverser la climatologie française, puisqu'elle rejoint les tornades mondiales qui parcourent parfois plus de 200 km, notamment dans des supercellules de type HP, puisque c'en est une, avec donc un point de départ dans les boucles de la Seine, pour arriver ensuite à la frontière entre l'Oise et la Seine-Maritime, puis Seine-Maritime et Oise plutôt, puis la Picardie avec la Somme, l'agglomération d'Amiens, le Pas-de-Calais, l'est de Bapaume avec Bihucourt, puis le nord, puis la frontière avec la Belgique, et un peu au-delà encore en Belgique. Donc Bihucourt, forcément, c'est un peu le cas d'école de la tornade dite unique, dont on vous a rappelé une définition rapide, parce qu'il faut savoir que dans l'esprit, une tornade, en fait, on a l'impression que c'est simple de se dire, il y en a une. Mais la question parfois est de se dire, est-ce qu'il n'y en a pas deux? C'est-à-dire une première, puis elle s'arrête, puis elle reprend. Il y a des critères précis, c'est que si vous avez plus de 10 km sans dégâts, on considère qu'on en a au moins deux, parce que ça dure trop longtemps sans dégâts au sol. On considère que dans le nuage, il s'est passé quelque chose, la tornade s'est arrêtée, elle reprend plus loin. Quand il y a moins de 10 km d'interruption, pour faire simple, on regarde à l'intérieur de ces 10 km s'il y a à nouveau des petites zones dans lesquelles, d'un seul coup, les dégâts s'arrêtent ou reprennent ailleurs que dans la trajectoire théorique. Dans ce cas-là, on considère qu'on en a peut-être une deuxième. Si par contre, on a toujours une logique spatio-temporelle et qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles on n'a pas de dégâts alors qu'on devrait en avoir, il y a des forêts, il y a des maisons, il y a des choses qui devraient être détruites, alors on est toujours dans une tornade unique. Et Bihucourt, c'est ce qui se passe. Les fois où vous n'avez pas de dégâts, c'est parce qu'on est dans des champs à nu où on ne peut évidemment pas les voir puisqu'il n'y a pas d'indicateur. Mais dès qu'on revient dans une zone boisée, des zones habitées, les dégâts réapparaissent. Et la logique spatio-temporelle, comme ça, dure sur 206 km. Donc on a forcément tout réuni et considéré un seul cas. Ce qui fait à ce jour la tornade la plus longue de France et d'Europe, avec ses plus de 200 km de trajectoire. Quelques illustrations du phénomène pour que vous en mesuriez l'intensité. Là, on est à Bihucourt, on voit justement le niveau EF3 qui est pleinement exprimé ici, avec cette aspiration, le mur pignon de la maison qui a disparu, la camionnette qui est retournée. Vous voyez là la maison qui était littéralement arrachée sur son flanc, aspirée par le tourbillon qui passe juste à gauche et qui part vers l'horizon. Vue aérienne de la tornade avec les zones les plus touchées qui correspondent au niveau d'intensité EF3. On voit bien le passage et le sillon de la tornade ici. Vue de l'église, il faut quand même savoir qu'elle est en béton armé, parce qu'elle est post-guerre, donc elle a été bâtie avec une ossature béton. Elle a quand même réussi à perdre des éléments de structure au niveau de son toit. Là, d'autres vues aériennes de maisons qui ont été fortement endommagées, si ce n'est démolies en grande partie. Et au niveau situation météo, là c'était un flux de sud-ouest qui était très dynamique, extrêmement rapide, diffluent sur le nord de la France, alors qu'il y avait de l'air froid qui en arrivait en altitude, donc il y avait une très forte instabilité. D'ailleurs, pour une situation de deuxième quinzaine d'octobre, c'est le record d'instabilité en France depuis 1940, ce jour-là. Donc très dynamique, très instable, et avec de l'air tropical qui était une fois de plus présent sur la France, avec des intrusions d'air océanique qui arrivaient par l'ouest. Et donc c'est juste avant qu'il y a cette supercellule qui s'est formée. Alors on a eu quelques autres plus au nord, mais celle-là était dans la zone idéale pour s'entretenir. Et donc elle a pu parcourir comme ça. D'ailleurs elle a fini, je crois qu'au total elle a fait plus de 300 km, puisqu'elle a fini, je pense, aux Pays-Bas, me semble-t-il. Et donc pour terminer, quelques photos. Voilà, petit horizon très rapide parce qu'il reste 4 minutes et quelques pour les questions. Juste pour rappeler, voilà, on fait défiler très vite que les tornades se produisent régulièrement depuis très longtemps. Dreux, Paris en 1896, Cravant dans le Loiret en 1905, en 1923 à Ménil-de-Briouze, là on est dans l'Orne. En 1927 à Chancey en Indre-et-Loire, on n'est pas loin de Tours.
1961 à Évreux, en Normandie. Uberac, cette fois-ci, là, on est en Alsace. C'est une tornade qui a eu lieu en 1968. En 1978, Isée, là, cette fois-ci, on est en Mayenne. 1985, dans les monts du Lyonnais, juste à l'est, à Messigny, intensité EF3, où là, c'est plutôt du 2 sur la photo, voire du 1, mais quand même. 1990 à Marseillan, cette fois, là, on descend dans le Midi avec des dégâts sur un camping. En 2000, tornade de Montpellier que certains ont certainement en tête avec l'effondrement de cette grue qui avait provoqué, hélas, un décès. 2013 à Étrouché pour ceux qui l'ont chassé. Petit rappel et clin d'œil à Laetitia, si elle est présente dans la salle. Voilà ce à quoi tu as échappé. Et voilà, c'est tout pour, et c'est tout pour les photos. Il reste 3 minutes pour les questions, si vous le souhaitez. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'avec le changement climatique et tout ce qu'on a maintenant et dans les années à venir, on peut avoir des tornades justement qui passent à EF6, EF7 et tout ça, qu'on va augmenter plus en intensité? Pour le moment, en fait, la réponse n'est pas évidente parce que comme la nouvelle échelle, en fait, quelque part, indique une vitesse supérieure à 300 km/h, il n'y a pas vraiment de recherche pour se dire est-ce que c'est 400, est-ce que c'est 500, est-ce que c'est 600, parce qu'on est dans une philosophie d'échelle qui s'appuie maintenant sur des dégâts. Ce qui est certain, c'est qu'il y a parfois des Dopplers qui sont capables, c'est un système qui permet de détecter les vitesses de vent et qui peuvent parfois donner des mesures à 400 km/h, parfois même un peu plus. Mais il n'y a pas d'études qui sont faites sur l'augmentation éventuelle des vents et des intensités, parce que ça reste des estimations, que c'est extrêmement délicat de s'appuyer sur des données Doppler qui sont toujours approximatives et qui ne permettent pas de se projeter parce que c'est tout simplement pas fiable à 100%. Ce qui est certain, c'est que le nombre d'intensités extrêmes aux États-Unis n'augmente pas et que pour le moment, on ne fait pas de corrélation entre les tornades les plus fortes et le fait qu'elles puissent augmenter avec l'augmentation des températures ou une modification dans le climat. Éventuellement, des tornades peuvent apparaître à certains endroits où on ne les voyait pas avant. Ça, c'est des choses qu'on peut commencer à observer. Mais si on fait une analyse vraiment globale, en fait, la température seule n'explique pas l'intensité d'une tornade. Donc, dès lors qu'on sait que ce n'est pas le paramètre principal, en fait, il faut aller chercher l'explication ailleurs et dans le comportement de la masse d'air. Et au moment où il ne faisait que 22 degrés, elle a quand même été très importante. Et souvent, quand il fait très chaud, au contraire, il y a pas mal de mécanismes qui bloquent l'intensité du phénomène et qui ne permettent pas justement d'avoir des très grosses intensités. Donc on n'a pas vraiment la réponse là-dessus, sur ce sujet. Quelle est la tornade qui a parcouru le plus de kilomètres? Ah, je pense que tu as la réponse. Est-ce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure? Tu parles en France ou dans le monde? Dans le monde. Ah, dans le monde, je crois que c'est la Three State Tornado qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 30. Alors, la trajectoire définitive, elle est sujette à caution parce qu'ils sont en train de la réanalyser complètement et ils redécouvrent des petits bouts de dégâts. Je crois qu'on s'était arrêté à... C'est pas 280 280 ou 290 km sûrs. Ça change un peu en fonction des archives qu'ils retrouvent pour donner la trajectoire, mais si je dis proche de 300 km, je pense que je ne me trompe pas. Donc Bihucourt n'est pas très très loin hein, quand on regarde bien. Comment vous avez connaissance d'un événement potentiel tornadique, que ce soit des F0 ou des supérieurs? À l'heure actuelle? À l'heure actuelle à l'heure actuelle, c'est toujours des remontées d'infos. Donc, soit c'est via les médias, soit via des chasseurs d'orage, soit des témoins directs qui nous contactent via les réseaux sociaux ou les mails ou autres, qui nous font part de dégâts. À chaque fois, donc forcément, on regarde ce qui a pu se passer. Soit c'est quelque chose qui, voilà, sur les premières informations qu'on a, qui ne ressemble pas trop à une tornade, auquel cas on ne va pas forcément faire une enquête nous-mêmes. On compte plutôt sur nos correspondants dans les différentes régions pour enquêter sur des cas de ce type-là. Et après, par contre, si on est face à un phénomène qui est vraiment d'ampleur, auquel cas, nous, on va se déplacer en complément pour vraiment faire une enquête très détaillée.
Mais l'information préalable, c'est toujours c'est des reports de dégâts par des médias ou par des témoins directs. Et après, nous, soit on enquête quelque part à distance, soit on fait vraiment l'enquête sur place pour vraiment savoir ce qui s'est passé. Merci beaucoup Emmanuel Vézolec, Pierre Mailleux pour cette intervention. On peut de nouveau, je pense, les applaudir parce que c'était très complet. On retiendra plein de choses. Alors déjà votre professionnalisme et expertise évidemment, et que donc la tornade la plus longue sur le continent européen est donc française. Voilà, et c'était important de le rappeler. Dans quelques instants, merci encore à tous les deux. Dans quelques instants, une nouvelle conférence. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle ce matin en lien avec les prévisions météo. Mais il y aura une surprise dans 5 minutes, donc restez bien. Même si vous voulez faire une petite pause dans 5 minutes, il y aura une surprise. À vous de la repérer, ce ne sera pas simple. Est-ce que l'intelligence artificielle s'invite dans les images, et notamment d'orage, de photographie ? Réponse dans quelques instants.